Un Boeing 767 est entièrement détruit. Il y avait des gens par terre, trop faibles pour bouger. 129 personnes ont péri. J'ai été surpris qu'il y ait des survivants. C'est la pire catastrophe aérienne dans l'histoire de la Corée du Sud. Pourquoi il est ici alors qu'il aurait dû être tout là-bas? Les enquêteurs découvrent des faits troublants. Vous voyez la piste? Pourquoi n'a-t-il pas dit « on arrête tout, on abandonne l'approche » C'est incompréhensible. Reprenez à chrono. Chrono. À bord du vol 129 d'Air China, quelques secondes critiques ont-elles fait la différence entre la vie et la mort? Redressez! Redressez! C'est dingue. Le vol 129 d'Air China est dans les airs depuis un peu moins de 2 heures. Parmi les 155 passagers se trouve un groupe de touristes coréens qui rentrent d'un séjour de vacances. Leur guide, âgé de 28 ans, se nomme Solik-soo. Je venais seulement de commencer ce travail. Et ma femme était enceinte de 4 mois. Il y avait une vingtaine de personnes qui voyageaient avec notre agence. Et je devais gérer beaucoup de choses à la fois. Le commandant de bord, Woo Jin-loo, dirige l'équipage qui est chinois. Il a plus de 6000 heures de vol à son actif. Approche circulaire, piste 18 droite. Le copilote, Gao Li-ji, cumule 1200 heures aux commandes d'un 767. Attente guidage radar, vent arrière gauche. Le moins expérimenté des membres d'équipage est le second officier, Wook Jin-ying. Il y avait un troisième pilote dans le poste de pilotage, un second officier. Il gérait les communications radio parce qu'il parlait bien l'anglais. L'équipage pilote un Boeing 767-200. Construit en 1985, l'appareil a 17 ans. Air China est la principale compagnie aérienne de Chine. Sa flotte de 68 appareils dessert des liaisons dans toute l'Asie et au-delà. Très bien notée en matière de sécurité, la compagnie n'a pas connu d'accident grave. Le vol 129, parti de Beijing, est à destination de l'aéroport international de Kimhae à Busan, en Corée du Sud. Il doit atterrir dans moins de 30 minutes. Checklist d'approche. Pressurisation cabine. Ok. Vitesse cible. 1, 2, 7. Calage altimétrique. Calé à 3000. L'équipage est prêt pour la descente. Il passe en revue la checklist d'approche. Checklist. Effectué. Checklist d'approche effectuée. C'est vraiment incroyable. Je travaillais très dur parce que je visais une promotion. Je ne m'arrêtais pas et je travaillais tard. Je me donnais vraiment à fond. Mais pour Solik-soo, qui essaie de faire bonne impression dans son nouvel emploi, la journée a bien mal commencé. Franchement, c'est pas sérieux. Le matin, avant le départ du vol, le jeune guide a commis une erreur et il craint d'être licencié. J'avais réservé des sièges en première classe pour tout le groupe. Mais juste avant d'arriver à l'aéroport, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon passeport dans mon sac dans le hall de l'hôtel. Le conducteur du car a dû faire demi-tour pour y retourner. Les meilleures places sont toujours affectées aux premiers arrivés. Comme on avait dû retourner à l'hôtel, mon groupe a été relégué aux sièges les plus à l'arrière de l'avion.
Et certains voyageurs étaient très mécontents. Ne touchez pas à mon sac. À ce moment-là, j'ai même dit au groupe que je rembourserais les pourboires qu'ils m'avaient donnés pour compenser. Soliksu ne sait pas encore que son erreur aura des conséquences déterminantes. Nous entamons notre approche vers l'aéroport de Kimhae. Le temps est brumeux et légèrement pluvieux. Nous atterrirons dans environ 20 minutes. Tour de contrôle Kimhae, ici Air China 129, bonjour, à l'écoute. 15 minutes avant l'atterrissage, l'équipage contacte le contrôleur d'approche de l'aéroport. Air China 129, contrôle d'approche Kimhae, axe 190, descente à 6000. Reçu, axe 190, descente à 6000 pieds. En l'occurrence, c'est le copilote qui a démarré l'approche. C'est lui qui était aux commandes. Le commandant de bord contrôlait l'altitude. Il n'était pas aux commandes. Le commandant Jin-Lu a déjà atterri 3 fois à Kimhae. L'approche devrait se dérouler sans difficulté. Air China 129, virez à gauche 160. Descente à 2600. Virage à gauche, 160, descente à 2600. La visibilité n'est pas bonne. L'aéroport de Kimhae est près de la côte sud de la Corée, dans une zone connue pour sa météo imprévisible. Je ne crois pas que la météo dans la zone de l'aéroport était particulière ce jour-là. Il y avait des nuages et de la pluie. Train sorti. Train sorti. Volet 20. Piste en vue. Piste en vue. Air China 129, contrôle 118.1, approche circulaire ouest. L'approche circulaire est une approche visuelle. Le pilote doit garder la piste en vue en permanence. Lorsque le temps est dégagé, il doit exécuter les manœuvres d'approche en ne perdant jamais la piste de vue. Le contrôleur n'obtient aucune réponse à sa dernière instruction radio. Le vent est trop fort. J'ai du mal à garder le cap. La météo changeante met l'équipage à rude épreuve. Piste 1-8 dégagée. Réduisez la vitesse. Ok. Soliksu craint que le mauvais temps ne retarde l'arrivée à Busan. J'ai remarqué que l'avion volait en cercle. J'ai pensé que c'était sans doute à cause du brouillard. À cause de l'épaisse couverture nuageuse, le contrôleur peine à suivre le 767 en approche. Air China 129. Pouvez-vous atterrir? Redressez. Redressez. J'ai entendu des gens crier. J'étais entraîné vers l'avant. Je ne pouvais pas rester droit parce que la vitesse était trop forte. Et puis tout à coup, il y a eu un gros boom. Au bout d'un moment, l'avion s'est arrêté. J'ai d'abord pensé que j'étais mort.
Je n'arrivais pas à penser à quoi que ce soit, même pas à ma famille. La lumière filtrait par une sorte de trou. Et je me suis rendu compte qu'elle venait du dehors. Sol-Xu a survécu au crash du vol 129. En rampant, il se ferait un passage dans la cabine passager au milieu d'un enchevêtrement de câbles et de débris d'aluminium tranchants. Il finit par s'extirper de l'appareil. Il est en vie, mais sait qu'il n'est pas pour autant hors de danger. Après l'impact, j'ai senti une odeur de carburant. Je savais que c'était du carburant d'avion. Le vol 129 d'Air China s'est écrasé sur la colline de Dot Day, à plusieurs kilomètres de la piste d'atterrissage. Plus de 3000 secouristes affluent sur le site de l'accident. Sur les lieux de l'accident, c'était épouvantable. C'était un véritable miracle qu'on trouve plusieurs survivants après un impact aussi violent. Sur les 166 personnes à bord, 37 ont survécu. La quasi-totalité des rescapés étaient assis à proximité du guide Sol-Xu. 90% de mon groupe avait survécu. Alors que le jeune guide pensait avoir commis une erreur impardonnable en oubliant son passeport, son étourderie a au final sauvé de nombreuses vies humaines. Les enquêteurs coréens arrivent sur place. Ils sont accompagnés par plusieurs de leurs homologues du NTSB. On voyait que toute la zone avait été déblayée par l'impact de l'appareil. Il y avait des fragments éparpillés partout à la ronde. J'ai été surpris qu'il y ait des survivants. Donnez-moi vos jumelles. Depuis le site du crash, les enquêteurs voient clairement l'aéroport, situé à 4,5 km de là. Aucune raison évidente ne permet d'expliquer pourquoi le vol 129 a percuté le sol si loin de la piste d'atterrissage. Pourquoi il est ici alors qu'il aurait dû être tout là-bas? Il était de toute évidence en configuration d'atterrissage. Mais pourquoi était-il descendu si bas, encore si loin de la piste? Il aurait dû être largement au-dessus du sol. On s'est donc demandé pourquoi il avait percuté. Tenez-moi au courant. Le commandant est vivant. Espérons qu'il pourra nous éclairer. Les enquêteurs apprennent que le seul rescapé parmi l'équipage est Woo Jin-Loo, le commandant de bord. C'était étonnant que le commandant de bord ait survécu au crash, car l'impact est normalement plus fort à l'avant de l'avion. S'il en réchappait et qu'il disait la vérité, ça pouvait aider énormément l'enquête parce qu'on aurait des détails sur ce qui s'est passé. Le commandant de bord est transporté à l'hôpital. Les enquêteurs se concentrent sur le site du crash pour y trouver des indices. Les débris sont disséminés sur des centaines de mètres à flanc de colline. Le périmètre des débris était tellement vaste. En principe, quand un accident se produit, les décombres et les débris ont tendance à être relativement proches du point d'impact. La large dissémination des débris commence à esquisser un scénario. Et regardez ça. L'empennage s'est écrasé ici alors que l'avant de l'avion est tout là-bas. L'arrière doit avoir percuté le sol en premier.
Donc le pilote était en train de cabrer l'avion au moment de l'impact. Le vol 129 ne s'est pas écrasé en piqué. Les premiers indices suggèrent au contraire qu'au dernier moment, l'équipage a tenté de redresser l'appareil pour éviter le relief. Si ce scénario se confirme, il pourrait expliquer la présence de survivants. Sans cette manœuvre, ça aurait pu être pire. L'impact a été un peu amorti par les arbres au moment où l'appareil s'est écrasé. Les moteurs ont été arrachés. Il a glissé sur la cime des arbres et il y a eu des survivants. Mais une question cruciale reste sans réponse. Pourquoi le vol 129, dans ce qui ressemblait à une phase d'atterrissage ordinaire, a-t-il heurté une colline? Les réponses que recherchent les enquêteurs pourraient se trouver dans les boîtes noires de l'appareil. Elles ont été récupérées dans l'enchevêtrement des débris. Mais il faudra les soumettre aux experts en laboratoire pour savoir si leurs données sont exploitables. Je vais aller à l'aéroport pour voir si je peux obtenir des infos du contrôle aérien. Après un accident d'avion à proximité d'un aéroport, les premières personnes que les enquêteurs souhaitent interroger sont les contrôleurs aériens. Il était configuré pour une approche en ligne droite, mais il a changé pour une approche circulaire. Pourquoi ce changement? Le vent a changé de direction. J'ai modifié l'approche pour qu'il atterrisse face au vent. Passer d'une approche en ligne droite à une approche circulaire est une manœuvre qui n'a rien d'exceptionnel. Dans certains aéroports, il faut une approche droite, parce qu'il y a du relief, par exemple. Puis en se rapprochant, on peut être amené à adopter une approche circulaire à cause du vent. Le vol 129 devait initialement atterrir sur la piste 36 gauche en arrivant par le sud. Mais après la modification d'approche, l'avion est dirigé vers la piste 18 droite dans un axe nord-sud. On est près de la mer, le temps est instable. On fait ça tout le temps. Le contrôle aérien leur a donné l'autorisation pour une approche circulaire. C'était la chose à faire, compte tenu de la météo à ce moment-là. Vous souvenez-vous d'autres détails? La communication. La communication radio n'était pas bonne. C'est-à-dire? Air China 129, contrôle 118.1, approche circulaire ouest. Peu après avoir donné l'instruction au vol 129 d'entamer une approche circulaire, le contrôleur aérien demande à l'équipage de passer sur une autre fréquence radio. Air China 129, commuté sur 118.1. Quand le contrôleur aérien a dit à l'équipage de commuter sur la fréquence de la tour de contrôle, les pilotes n'ont pas confirmé. Air China 129, veuillez commuter sur 118.1. Le contrôleur a dû relancer l'équipage à 2 reprises. Ici le contrôle de Kim Hee. Air China 129, si vous me recevez, commutez sur 118.1. Le contrôleur a fini par appeler les pilotes sur la fréquence d'urgence. Tous les aéroports utilisent une fréquence spéciale pour communiquer en cas d'urgence. Dès qu'un contrôleur suspecte un avion d'être en détresse, il a recours à cette fréquence pour contacter l'équipage. Contrôle, ici Air China 129, approche circulaire 18 droite. Air China 129, contrôlez train d'atterrissage, vent 200 à 17 nœuds. Autorisation d'atterrir sur piste 18 droite. Ils ont fini par me rappeler. Tout semblait être rentré dans l'ordre. Puis, 1 minute après, ils se sont écrasés sur la colline. L'équipage d'Air China a tardé à répondre au contrôleur. Les enquêteurs doivent savoir ce qui s'est passé dans le poste de pilotage durant ce temps. Lorsqu'un contrôleur aérien dit quelque chose et que les pilotes dans le cockpit ne répondent pas ou comprennent mal le message, ça peut tout à fait provoquer un accident. Merci. Oh, excusez-moi. Allô? Merci. Le commandant est visible. Allons voir s'il peut parler.
Wu Jinlu, le commandant de bord, est le seul rescapé du vol 129 d'Air China parmi l'équipage. Il pourrait être la seule personne vivante à savoir ce qui a conduit au crash fatal. Je ne savais pas quelle blessure il avait, mais il était mal en point. Sa vie n'était pas en danger, mais c'était sérieux. Il allait lui falloir du temps pour se rétablir. Quand je suis allée interroger le commandant Wu Jinlu, il ne pouvait pas bouger, mais il était bien conscient et comprenait toutes les questions que les enquêteurs lui posaient. Est-ce que l'avion a subi une panne mécanique? Non. Tout semblait fonctionner. Puis tout à coup, la colline a eu l'air de sortir de nulle part. Redressez! Redressez! C'était un cas typique d'accident lié à un impact sans perte de contrôle. C'est-à-dire lorsque l'appareil en vol piloté entre en collision de manière involontaire avec le sol et que les membres d'équipage n'ont pas conscience de la catastrophe imminente avant qu'il soit trop tard. Y a-t-il eu des problèmes pour communiquer avec la tour? Non. Tout était normal. Le contrôleur aérien a pourtant indiqué aux enquêteurs que la communication radio n'avait pas été sans difficulté. Il y a là une contradiction. Y a-t-il autre chose que vous pouvez nous dire? Les enquêteurs se demandent si le changement d'approche de dernière minute a créé des problèmes. Air China 129, changement piste d'atterrissage 18 droite. Vent 210 à 17 nœuds. Approche circulaire attendue. Approche circulaire, piste 18 droite. Piste d'atterrissage 18 droite. Les pilotes doivent être prêts à tout. Ils doivent anticiper. Ils doivent se dire « J'atterris sur telle piste. Qu'est-ce qui se passe si je dois passer à une approche circulaire ?» Ça vous a posé un problème? Non. Aucun. On est formé pour ça. Le commandant Wu Jinlu a déclaré que tout ce dont il se rappelait, c'était avoir vu une colline avant le crash. Ensuite, il s'est retrouvé en train de saigner près des débris de l'appareil. Rien dans ce que j'ai entendu durant les entretiens réalisés à l'hôpital n'indiquait que quelque chose d'anormal s'était produit. Je veux dire, mis à part le crash, bien sûr. L'accident survenu près de Busan est la pire catastrophe aérienne qu'a jamais connue la Corée. 129 personnes ont perdu la vie. Tandis que les proches pleurent les victimes, pour les enquêteurs, la pression augmente. Comment un avion sur le point d'effectuer un banal atterrissage a-t-il pu entrer en collision avec une colline? Ici, sur le site du crash, les débris ont été récupérés et l'enquête est en cours. En laboratoire, les experts ont réussi à extraire toutes les informations contenues dans l'enregistreur de données de vol. La vitesse de l'avion, son altitude, son cap et d'autres éléments déterminants jusqu'au moment de l'impact. Les enquêteurs sont particulièrement intéressés par l'approche circulaire, une phase de pilotage dont le commandant a déclaré qu'elle n'avait posé aucun problème. Ici, ils devaient entamer l'approche circulaire pour atterrir. Mais ils ont continué et ils ont percuté la colline. Pourquoi ils n'ont pas viré ici? Ils étaient bien plus loin qu'ils pensaient. Comment ils auraient dû faire l'approche? Passez-moi le manuel de vol. Chaque aéroport possède des procédures précises sur la manière d'approcher les pistes. Les pilotes sont formés pour suivre ces procédures à la lettre. Fin sortie, volet 20, virage 45 degrés parallèle au bout de piste, démarrage chronomètre. Notez ça. À l'aéroport de Busan, la procédure d'atterrissage exige des pilotes qu'ils utilisent un chronomètre de bord pour les assister dans leur approche circulaire. En chronométrant les manœuvres, ils sont théoriquement plus précis.
Mais un tel outil ne garantit pas un atterrissage sûr. Si vous utilisez un chronomètre de bord parce que la procédure l'exige, mais que vous ne suivez pas scrupuleusement la procédure, le fait d'avoir un chronomètre n'apporte rien du tout. Ici, le train est sorti. Ensuite, ils sont censés virer à 45 degrés pendant 20 secondes. Puis, ils doivent virer à nouveau à 45 degrés pendant 20 secondes. Vous comptez 20 secondes, vous virez parallèlement à la piste, puis vous faites ce qu'on appelle un virage de base, un virage à 180 degrés, puis vous atterrissez sur la piste. Ici, ils auraient dû voir le bout de la piste. 20 secondes plus tard, ils auraient dû faire leur virage de base. Contrairement à ce qu'il a déclaré, le commandant ne semble pas avoir respecté la procédure d'approche. L'enregistreur de vol a montré que le pilote n'avait pas exécuté le premier virage. Il devait virer à gauche pour amorcer l'approche circulaire, et il devait virer de manière nette. Or, il n'a pas viré dans un angle d'inclinaison assez élevé. Quelle était leur vitesse? Les enquêteurs découvrent que les angles d'inclinaison n'étaient pas le seul problème lors de l'approche vers Busan. 158 nœuds. C'est bien trop rapide. L'avion volait environ 20 nœuds au-dessus de la vitesse normale. À cause de cette vitesse excessive, il couvre le parcours de descente plus vite que prévu, ce qui lui laisse moins de temps pour préparer le virage final. C'est intéressant de voir que 20 nœuds de plus ou de moins, ça fait une énorme différence. Le fait est que ça change tout. Ils ont fait n'importe quoi. À quoi pensaient les pilotes? Il est désormais établi que l'équipage du vol 129 d'Air China a mal géré la première phase de son approche vers Busan. Mais un mystère demeure. Pourquoi ces pilotes chevronnés n'ont-ils pas corrigé le problème à temps? En 1992, un vol inter à destination de Strasbourg a connu une même fin tragique. Volant à travers une couverture nuageuse basse durant son approche finale, l'Airbus A320 s'est écrasé contre le mont Saint-Odile à environ 30 km de l'aéroport. 87 personnes ont péri. L'enquête a révélé que l'équipage n'avait pas été suffisamment formé aux nouvelles interfaces informatiques de l'appareil. Les pilotes ont accidentellement sélectionné une vitesse de descente trop élevée. 3300 pieds par minute. Quand ils ont compris leur erreur, il était déjà trop tard. Les pilotes d'Air China étaient-ils mal préparés à certaines manœuvres essentielles, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils ont échoué à exécuter une approche relativement banale? Les enquêteurs coréens épluchent leur dossier professionnel en quête d'indices. Certifié comme copilote en janvier 2002. Premier vol aux commandes d'un Boeing 767 en février. C'était il y a 2 mois. Et le commandant? Il a presque 6300 heures de vol sur le 767. Il découvre que si le copilote n'avait que peu d'expérience sur 767, le commandant de bord connaissait bien l'appareil. Mais ce qu'ils trouvent ensuite les surprend davantage. Il n'a jamais fait d'approche circulaire à Kim-Hee. Le commandant n'a jamais effectué ce type d'approche sur Kim-Hee durant sa formation sur simulateur. Sa formation à l'approche circulaire s'était déroulée uniquement sur un simulateur de vol pour un atterrissage à l'aéroport de Beijing. Ça ne prépare pas un environnement à haut relief comme celui de l'aéroport de Kim-Hee. Ils avaient de nombreuses heures de vol à leur actif, mais ils n'avaient sans doute jamais rencontré ce genre de situation. Le fait qu'ils n'aient jamais exécuté d'approche circulaire a été un facteur défavorable. Les pilotes disposent néanmoins de cartes d'approche qui leur indiquent les procédures à suivre. Des équipages approchent tous les jours des aéroports qu'ils connaissent mal. Les enquêteurs décident de creuser plus loin. L'enregistreur de conversation est prêt? À ce stade des investigations, les enquêteurs ont découvert que l'équipage volait trop vite en approche et qu'il avait mal géré le virage initial. Ils doivent maintenant déterminer ce qui, dans la suite de l'approche,
a conduit à une fin aussi catastrophique. Tout le monde est prêt? Commençons par le tout début de l'approche. Ils espèrent que l'enregistreur de conversation des pilotes les éclairera. Checklist d'approche. Pressurisation cabine. Ok. Vitesse cible. 1, 2, 7. Jusque-là, tout est normal. Continuons. Air China 129, contrôle d'approche Kimhe, axe 190, descente à 6000. Reçu, axe 190, descente à 6000 pieds. Ils sont en approche à 9 minutes de l'heure d'atterrissage programmée. Pour l'instant, ils pensent qu'ils vont arriver par ici. Mais le contrôleur change pour les faire arriver par là. Rappelez-vous, les pilotes n'ont jamais fait ça sur cet aéroport. Air China 129, changement piste d'atterrissage 18 droite. Vent 210 à 17 nœuds. Approche circulaire attendue. Approche circulaire, piste 18 droite. Piste d'atterrissage 18 droite. Ils confirment immédiatement l'approche circulaire. La catastrophe va se produire dans quelques minutes. Les enquêteurs écoutent attentivement, à l'affût de tout détail qui pourrait expliquer l'issue fatale. Le palier de descente minimal est de 700 pieds. 600, 700, 700 pieds. Les pilotes continuent leur checklist. Et ensuite, on sort sur la piste latérale. Comment elle s'appelle? Charlie 6. Il apparaît bientôt qu'ils ont raté une étape essentielle. Après l'atterrissage, on peut sortir directement par la piste Charlie 6. Arrêtez. Ils parlent de ce qu'ils devront faire après l'atterrissage, mais ils n'abordent à aucun moment l'atterrissage lui-même. Les règles de vol exigent de tout pilote qu'il passe en revue chaque aspect de l'atterrissage à l'avance. C'est ce qu'on appelle le briefing d'approche. Le briefing d'approche doit examiner chaque éventualité qui pourrait se produire durant l'approche. Passer d'une approche en ligne droite à une approche circulaire, ça peut se produire, mais les pilotes auraient dû en parler. Ils n'ont pas bien revu ni leur procédure d'atterrissage, ni les manœuvres pour leur approche finale. Durant la checklist d'approche, l'un des pilotes doit énoncer « briefing d'approche ». Ce briefing est effectué par un autre pilote. En cas d'oubli, quelqu'un doit dire au commandant ou au copilote qu'il n'a pas été fait. C'est la coordination d'équipage. L'absence de briefing d'approche explique pourquoi l'appareil a raté le virage initial. Elle montre également une certaine négligence de la part de l'équipage. Mais l'enregistreur de conversation va révéler un autre détail stupéfiant. Bon, écoutons ce qu'ils disent d'autre. Piste en vue. Piste en vue. Les enquêteurs écoutent l'équipage du vol d'Air China, qui est maintenant à quelques minutes de l'impact fatal, exécuter une procédure d'approche qu'ils n'ont jamais préparée à l'avance. Air China 129, contrôle 118.1, approche circulaire ouest. Vous voyez le bout de la piste? Bout de la piste à droite. Ici le contrôle de Kimhe. Air China 129, si vous me recevez, commutez sur 118.1. L'équipage est dérouté par ce type d'approche qu'il connaît mal. Il ne répond pas au contrôleur. Chrono. Où est mon chrono? Les enquêteurs savent qu'une approche circulaire exige un timing très précis des manœuvres de virage. Reprenez un chrono. Commutez sur 118.1. C'est là qu'ils ont démarré le chrono. Chrono. Le commandant se fie au chronomètre de bord. Dans 20 secondes précisément, il doit amorcer le virage final. Ils devaient s'éloigner de l'aéroport, puis effectuer le virage final pour atterrir dans la direction opposée. Le vent est trop fort. J'ai du mal à garder le cap. Je prends les commandes.
Devant les difficultés de son copilote confronté à un fort vent, Woo Jin-Loo, le commandant, décide de récupérer les commandes. Mais il le fait au pire moment possible. Qu'est-ce qui se passe dans ce cockpit? L'un des points clés dans cet accident, c'est le fait que les commandes ont changé de main durant l'intervalle de 20 secondes. Au milieu du laps de 20 secondes, il décide de prendre les commandes. C'est dingue. En reprenant soudainement les commandes de l'avion, le commandant se retrouve à la manœuvre et détourne son attention du chronomètre. Non seulement il doit piloter l'avion, mais il doit aussi gérer l'équipage et d'autres tâches, notamment les communications radio. Ça a perturbé le copilote. Ça a rendu la répartition des tâches peu claire. Les différents membres d'équipage ne savaient pas qui devait faire quoi. Quand le commandant a pris les commandes, il aurait dû clairement énoncer la répartition des tâches et surtout indiquer au copilote de suivre le chronomètre, ce qu'il n'a jamais fait. Il a annoncé qu'il effectuerait le virage à la fin du chrono, mais il ne l'a pas fait. Quand on écoutait l'enregistreur de conversation, il y avait vraiment beaucoup de confusion et un manque de coordination dans le poste de pilotage. Virage à droite. Le virage à 180 degrés pour revenir vers la piste doit être entamé pile au bout des 20 secondes. Mais le commandant est aux commandes et le copilote cherche visuellement la piste et le virage n'est pas amorcé. Tout l'intérêt de chronométrer l'approche circulaire, c'est de garantir la bonne distance par rapport à la piste. S'il y a du vent, il faut aussi ajuster le timing et les angles de virage. Virage à droite. En l'occurrence, vu le défaut de communication dans le cockpit, ils n'ont pas tenu compte du timing et ils ont manœuvré l'appareil un peu au feeling. C'est un manquement complet aux procédures d'approche. Comme les enquêteurs le découvrent bientôt, la confusion de l'équipage s'aggrave. Vous voyez la piste? Non, je vois pas. La couverture nuageuse basse bloque désormais la visibilité de la piste. Virez, maintenant! Une approche circulaire obéit à certaines règles visuelles. Si à un quelconque moment, les pilotes perdent de vue la piste, ils doivent interrompre l'atterrissage et refaire une boucle afin d'effectuer une nouvelle tentative. La sécurité des passagers aurait dû être la première préoccupation de l'équipage. Le contact visuel avec la piste aurait dû rester la première priorité. J'ai été stupéfait quand j'ai découvert qu'ils avaient poursuivi l'approche d'atterrissage sans avoir la piste en vue. Virez, maintenant! Ça ne se passait pas comme il fallait. Pourquoi n'a-t-il pas dit « on arrête tout, on abandonne l'approche » C'est incompréhensible. Maintenir un 767 dans le couvert nuageux lors d'une approche circulaire qui doit se faire à vue, c'est inadmissible. Ce n'est pas professionnel. Ça n'aurait pas dû arriver. Ils viennent de perdre la piste de vue. Et ils sont là, à quelques secondes de la colline. Les enquêteurs ont découvert que les pilotes du vol 129 d'Air China avaient poursuivi leur approche vers Busan, même s'ils ne voyaient plus la piste. S'il ne voit pas la piste, le commandant doit refaire une boucle. Il ne l'a pas fait. Il a continué et pour suivre les instructions, il a tenté de revenir vers la piste, ce qui est aberrant. Vous voyez la piste? L'avion est désormais au-dessous du palier d'altitude de sécurité. Mais seul le copilote semble l'avoir remarqué. Attention à l'altitude. Ils devaient se maintenir à un certain palier d'altitude, mais ils sont descendus. Ça devient dangereux. Attention à l'altitude. Le commandant continue de descendre durant presque 30 secondes avant que son copilote ne réagisse plus vivement. Redressez! Redressez! Mais il est trop tard. Non! Sol, redressez. Sol, redressez.
On a là tout ce qu'il ne faut pas faire dans une approche. On n'exécute jamais une approche circulaire en cas de couverture nuageuse. Quand on est dans ce cas de figure, il faut refaire une boucle pour se sortir de cette difficulté. C'est quelque chose d'élémentaire. C'est une manœuvre qu'un pilote de Cessna 172, comme un pilote de 767, doit être capable de faire. Le commandant de bord sera interrogé 8 fois au cours des 3 mois suivants. Les enquêteurs ne sauront jamais pourquoi il n'a pas abandonné l'approche après avoir perdu la piste de vue. Cette règle est pourtant la plus élémentaire en matière d'atterrissage. Qui sait ce que le commandant avait en tête? C'est difficile à dire. L'être humain peut faire des erreurs. Chacun de nous est humain. Les enquêteurs ne le sauront jamais avec certitude, mais le commandant aurait peut-être corrigé son erreur plus tôt s'il avait piloté une version plus récente du Boeing 767. Son appareil, vieux de 17 ans, n'était pas équipé des dernières technologies permettant d'avertir l'équipage lorsqu'il vole trop bas. Cet avion était doté d'un système avertisseur de proximité du sol. Malheureusement, c'était un modèle ancien. Le système fonctionnait et a bien averti les pilotes, mais bien trop tard pour qu'ils réagissent. L'appareil qui s'est écrasé ne disposait pas encore de cette nouvelle version. Air China avait préconisé son installation, mais ça n'avait pas encore été fait. Si ça l'avait été, ils auraient peut-être évité la colline. Après l'accident, ma vie a radicalement changé. Au lieu d'être heureux d'être encore en vie, je pensais aux gens qui étaient morts dans le crash. Et même encore maintenant, ça reste très dur. 3 ans plus tard, le 4 mars 2005, le Bureau coréen d'enquête sur les accidents aériens rend enfin son rapport sur la catastrophe. Les premières causes de l'accident étaient des erreurs humaines, notamment la mauvaise coordination de l'équipage et le défaut de communication au sein du cockpit, mais aussi entre le contrôle aérien et le cockpit. Ça a souligné la nécessité d'améliorer la formation des pilotes. Le rapport recommande surtout de renforcer la formation des pilotes en matière d'approche circulaire et de revoir l'ensemble des procédures de communication en vol. Suite au crash du vol 129, Air China a référencé Kim Hae comme un aéroport spécial. Tous les pilotes sont désormais informés que le relief difficile de la zone peut affecter les décollages, les atterrissages et les manœuvres circulaires. Cette catastrophe devrait servir de cas d'école pour montrer aux pilotes l'importance de réaliser un briefing d'approche. Mais un briefing d'approche détaillé, pas un briefing standard. Ce n'est pas évident quand on vole jour et nuit et qu'on refait toujours les mêmes manœuvres. Mais c'est indispensable. Vraiment, on voit bien pourquoi.